Bienvenue au verger du Pavillon de la Pomme. C'est une ferme familiale qu'on a ici, qui est assez diversifiée. On produit surtout des pommes. On produit aussi des petits fruits, là, bleuets, groseilles, gadelles, cassis. Il y a une érablière qui est rattachée à la ferme aussi, puis un élevage de cerfs. Alors, c'est pour le moins diversifié. C'est une assez petite ferme. En culture fruitière, on n'a pas besoin d'avoir des grandes surfaces comme pour les céréales, par exemple. En pommier, il y a 10 hectares en pommier, il y a 3 hectares en petits fruits. L'érablière, c'est à peu près 6 hectares. Il y a un boisé là, qui sert surtout à rafraîchir le décor, là, mais qui est moins, qui n'est pas nécessairement indispensable pour les activités de la ferme, là, mais qu'on entretient pour la beauté de la chose. Nous, on est du côté nord de la montagne de Saint-Hilaire. Il y a quelques générations, là, il y avait plusieurs vergers de ce côté-ci de la montagne. Il y avait un petit peu moins de vergers que du côté sud, mais il y en avait quand même pas mal. Il y avait au moins 10 000 pommiers là, du côté nord de la montagne de Saint-Hilaire, à l'époque des pommiers standards, là, à l'époque des gros arbres. Maintenant, il reste 2 vergers de ce côté-là de la montagne. C'est assez difficile à Saint-Hilaire d'agrandir une ferme. C'est très, très, très difficile. Il y a de la pression, par exemple, au niveau de la valeur foncière. Tantôt, on parlait des dimensions de la ferme qui n'a pas agrandi, bien, en bonne partie parce que s'il y a de la spéculation foncière dans les environs, le terrain devient inabordable pour l'usage agricole. Puis même si c'est zoné agricole, il y a toujours, quelqu'un qui veut vendre va toujours avoir espoir d'avoir plus cher parce qu'il y a des bungalows construits juste à côté. Alors, c'est le principal problème. Dans un verger aussi, ça peut être un beau terrain de jeu, fait que il peut y avoir des pressions de ce côté-là. Chez nous, c'est bien, là, mais dans d'autres cas, ça pourrait être important. La même chose, plus ça va, plus il y a des contraintes face aux pesticides, par exemple, quand il y a des résidences près. Nous, on est quand même assez bien parce qu'il y a des terres agricoles pas trop larges, mais suffisamment larges pour nous isoler des secteurs résidentiels. Fait que quand on est presque né en dessous d'un pommier, là, ça fait partie de notre décor de vie. C'est un mode de vie qui moi, me plaisait à l'époque où j'ai pris ce genre de décision-là. Quand on passe notre vie avec une petite colline comme cette montagne-là, comme décor, là, bien évidemment, on est attaché puis on espère garder ce décor le plus attrayant possible. Ben, en fait, le premier Robert qui a acheté cette concession, ça date de 1779. Lui, il l'a acheté, il l'a pas, je crois, exploité lui-même. Il avait une ferme à Belœil, mais il l'avait acheté pour un de ses enfants. Et c'est un de ses fils qui a commencé à défricher cette ferme-là, là, probablement vers 1800, là, environ 1800, qui a commencé à défricher cette ferme-là. Quand mes parents se sont mariés et ils se sont installés à leur compte, en fait, mes grands-parents paternels là, ont séparé leur ferme en deux, qu'ils ont légué à 2 de leurs enfants, dont mon père, là, qui a eu la partie où il n'y avait pas de maison. Et mes parents se sont bâtis une maison.
Ils ont bâti la maison aux environs dans les années 30, en tout cas, là, de 1930. Ils sont mariés en 31, ils ont bâti la maison à peu près 4 ans plus tard, là, donc aux environs de 1935. En fait, sur cette ferme-ci, oui, attendez que je compte un peu, là. Mon père s'appelait Armand, donc à partir de moi, ça fait là, 2 générations, 3 à partir de mes enfants. Mon grand-père s'appelait Xiste, un prénom assez peu connu. Son père, lui, et son grand-père, les deux s'appelaient André. Et celui qui avait passé le contrat en 1779, c'était comment il s'appelait? Jean-Baptiste. Mon père aimait pas tellement s'occuper des vaches. À l'époque, sur les fermes, la plupart des fermes, c'était surtout orienté vers la production de lait. Puis ça, mon père aimait pas bien ça. Alors, ça n'a pas pris de temps qu'il a regardé plutôt du côté des pommiers. Et puis pour avoir un verger, surtout à l'époque, puis même maintenant, on regardait surtout du côté des sols assez pauvres, donc des sols sablonneux, gravoyeux, ce qui était moins bon pour les céréales ou pour le foin, de toute façon. Alors, ça complétait encore mieux l'utilisation du territoire là, de façon plus judicieuse. Mon père a commencé à planter des pommiers en 1930, 29-30, là, aux environs de ça. On a une photo au mur là-bas là, qui a été prise apparemment la première année où ils ont défriché la forêt pour planter les premiers pommiers. Parce que tout ce qui était en pommier était en forêt à l'époque. En 1930, là, c'était la forêt. Bon, mon père a défriché le terrain avec mon grand-père. Il y a sûrement d'autres membres de la famille qui ont participé. Là. Il y avait des oncles qui venaient participer aussi. Alors, c'était un travail de groupe, sûrement un peu, là, parce que c'était colossal. Hein. Quand la forêt a été défrichée, là, ben, c'était à l'époque du travail manuel. Il n'y avait pas de tronçonneuse mécanique. C'était du travail de bras et avec les chevaux là, pour arracher les souches. Alors, c'était sûrement du gros travail. Bon, la maison qui est rattachée à la ferme d'ici, c'est une maison qui est sur le boulevard Laurier, la route 116 maintenant, mais au temps de mes grands-parents, c'est une route qui n'existait pas. La route pour aller, par exemple, de Saint-Hilaire à Saint-Hyacinthe, ben, c'était les différents rangs, là, dont le rang du Brûlé, qui est maintenant ce qu'on appelle maintenant le boulevard Grande Allée, là, mais la route 116 n'existait pas. Donc, mes grands-parents, eux, restaient sur ce qui est maintenant Grande Allée, là, mais qui, à l'époque, s'appelait le rang du Brûlé. Oui, bien, en fait, au départ, il avait commencé à construire les fondations de cette grange-ci, mais sur le rang du Brûlé, la seule route qu'il y avait, qui était la route à laquelle la ferme était rattachée. Mais par le temps qu'ils ont pris, avec le temps qu'ils ont pris pour commencer les fondations, là, ils ont entendu parler d'une route qui allait longer la voie ferrée. Alors, ils ont arrêté les travaux, ils ont démoli les fondations, mais ils ont fait d'autres fondations ici pour que la grange soit sur la nouvelle route, qui était évidemment une route qui était plus une ligne droite entre des villes importantes, donc entre des agglomérations importantes. Donc, une route qui
qui allait être plus importante. Et l'année suivante, ils ont bâti la maison qui est à côté de cet entrepôt. Il y avait déjà une coupure là, sur la ferme. La ferme était déjà coupée en deux. Là où il avait été très déçu, c'est que tout de suite après avoir construit une maison qu'il avait voulu loin de la route, il y a eu tout de suite une expropriation pour éventuellement prévoir faire un boulevard avec cette route-là. Alors, donc, une maison que lui voyait à 100 pieds de la route était du jour au lendemain à 20 pieds de la ligne d'emprise de la nouvelle, d'une éventuelle route. Il a passé quand même plusieurs décennies avant d'avoir un boulevard plus près de sa maison, là, mais ça l'a quand même agacé là, une bonne partie de sa vie. Puis quand la route 116 est devenue un boulevard, effectivement, ça, il n'aimait pas bien ça. C'était plus du tout la vision de sa maison qu'il avait quand il l'avait bâtie. Oh, ben, il est décédé en 83. Il avait commencé à planter des pommiers là, environ en 1930. Alors, il s'en est occupé assez longtemps. Là. Dans les dernières années, moi, j'ai acheté le verger ici là, en 76, mais il a continué à travailler tant qu'il a été capable. Là, il a continué à s'impliquer sur les travaux du verger, là, puis jusqu'à presque ses derniers jours. Le pavillon de la pomme, qui était le nom du kiosque, en fait, c'était une toute petite cabane, un petit kiosque qui était sur le bord de la route, parce qu'à l'époque, ben, avant que la route soit un boulevard, avant que la route 116 soit un boulevard, quand c'était une route simple, ben, l'entrepôt où on est maintenant était à 120 pieds de la route, là, à peu près. Alors, c'était un peu loin. Puis, il y avait un tout petit kiosque là, sur le bord de la route. Les pommes étaient écoulées dans ce petit kiosque-là, qui s'est appelé, dès 1950, le pavillon de la pomme. La route 116, à l'époque, ben, c'était la route Montréal-Québec, là, en fin de compte. C'était une des routes importantes de Montréal-Québec. Ça fait qu'il y avait un trafic assez important. Et puis, assez qu'à un moment donné, il y avait assez de circulation pour que les gens aient de la misère à traverser. Alors, il y a eu, à un moment donné, un pavillon de la pomme de chaque côté de la route. C'est sûr qu'en changeant de génération, on change encore plus, là, souvent. Là. Par exemple, ben, mon père et ma mère ont surtout produit des pommes, très peu d'autres choses. Ils ont fait un peu de petits fruits là, avant que les pommiers produisent, parce que, bon, ça prend quelques années avant que ça produise. Mais ils ont gagné leur vie là, à produire des pommes seulement, qu'ils vendaient en bonne partie directement aux consommateurs, soit à Montréal, au marché Saint-Jacques, et directement sur la ferme, au kiosque de ferme. Puis moi, je me suis orienté surtout pour vendre notre récolte directement sur la ferme, pour ne pas avoir à aller ailleurs. Et puis, on étirait un peu plus notre période d'activité pour pouvoir passer toutes les pommes du verger et pour ne pas être dépendant du marché de gros. Alors, maintenant, on vend toute notre récolte chez nous. On est ouvert 7 jours par semaine toute l'année, alors ça nous permet de passer toutes nos pommes. Et on produit d'autres choses. Parce que si on veut en vivre de notre ferme, bien, il faut diversifier, il faut transformer. Mes parents, par exemple, dans les années 40, faisaient du cidre de pomme, au temps où c'était pas légal, mais c'était toléré. C'est devenu illégal à un moment donné, ils ont arrêté d'en faire. Là, maintenant, c'est légal à nouveau, là, parce qu'il y a une époque où on n'avait pas le droit d'en faire, du cidre au Québec. Maintenant, on peut avoir des permis. Alors ici, on a un permis, on fait des cidres comme ceux qu'on a ici. On fait aussi d'autres transformations. On fait des tartes aux pommes, de la gelée, du vinaigre, du jus. Tout ce qu'on peut faire avec des pommes, on le fait. Fait que, pour répondre à votre question, là, on diversifie davantage.
je voulais avoir un élevage complémentaire au verger. Alors, j'ai choisi des animaux qui aiment beaucoup manger des pommes. Puis ceux qu'on élève, c'est des cerfs roux. C'est pas du cerf de Virginie, là. C'est pas la même chose que ceux qu'il y a dans la nature. Puis oui, ça a été des chevreuils parce que c'est beau à voir. C'est des animaux qu'on ne voit pas normalement de très près. Là, ça nous donne l'occasion de les voir de plus près. Puis ça aime les pommes. Alors, toute la pulpe de pressage, quand on fait du jus, ben on leur refile ça. Les pommes qui sont trop avariées pour être bonnes pour les humains, ben on leur donne aussi. Alors, ça utilise nos rebuts, ça fait des beaux animaux à voir. On vend de la viande, mais ça, c'est le côté qu'on n'aime pas d'élevage. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas augmenter trop notre cheptel. On veut juste un tout petit troupeau. De temps en temps, bien, quand on doit réduire le nombre, bien, on réduit le nombre, mais là, on fait de la contraception plutôt. Là, Pour ce qui est de notre érablière, elle a été achetée en 1822. Donc, c'était acheté par le premier qui a défriché la terre d'ici. On ne l'a pas changé tellement. On produit du sirop d'érable à peu près de la même façon, à peu près sur la même superficie qu'à l'époque. Mais pour nous, c'est notre façon de changer d'air au printemps. Là, les dernières traces de coureurs des bois, là, on court l'eau d'érable. Oui, il y en a qui datent du tout début. Il n'y en a pas énormément parce qu'au fil des années, là, ça arrive qu'il y a des hivers plus rigoureux, il y a des années où les arbres ont des coups durs, mais il reste quelques dizaines d'arbres dans le verger, peut-être quelques centaines d'arbres qui datent du début du verger. Nous, on a misé surtout, dans les années 80, on a misé sur les pommiers seminins. Parce qu'en 81, dans tous les vergers du Québec, il y a presque la moitié des pommiers qui sont morts par le gel. Alors, dans tous les vergers, tous les vieux vergers, on a réimplanté. Puis, nous, on a misé, à cette époque-là, on a misé sur des pommiers seminins surtout. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a remplacé un gros arbre, on a mis deux arbres moyens à la place. Les outils de travail sont plus efficaces maintenant. Par exemple, pour l'émondage, si on commence l'année avec le printemps, bon, les outils d'émondage, mais maintenant, on a des sécateurs pneumatiques qui sont pas nécessairement moins fatigants à opérer, mais plus rapides là, que des sécateurs manuels et des scies à main. Là. Ça permet de travailler un peu plus rapidement, parce que, bon, tailler un verger, là, c'est quand même plusieurs centaines d'heures de travail à chaque année. Puis, quand mon père faisait ça à force de bras, là, c'était tous des gros arbres à part de ça à l'époque. Alors, c'était sûrement un travail très pénible qui est de beaucoup amélioré maintenant. Les pesticides utilisés aussi, quand mon père a commencé le verger, les pesticides qui étaient utilisés, c'était des pesticides plus violents. Maintenant, on utilise de moins en moins de pesticides. On cible l'utilisation des pesticides de façon le plus précise possible, en utilisant des pièges, par exemple, pour avoir vraiment exactement la bonne période pour faire un traitement. Ça permet d'en faire beaucoup moins de traitements. Puis surtout, on utilise des produits qui sont moins résiduels, moins nocifs pour les humains et pour l'environnement qu'à l'époque. Alors ça, c'était encore plus important que l'amélioration du travail manuel, là, de l'émondage. Au niveau de l'entretien en général du verger, bien évidemment, avec le temps, là,
Les tondeuses sont plus performantes, les pulvérisateurs, c'est plus performant, les tracteurs sont mieux. Fait que là aussi, il y a de l'amélioration. Mais il reste qu'il y a une bonne partie, encore maintenant, il y a une bonne partie du travail à faire dans un verger là, qui est du travail manuel. La récolte, avant, on mettait des pommes dans des gros barils de bois, là, comme il en traîne un petit peu partout sur notre ferme. Là. Après, on a mis les pommes dans des petites boîtes de 40 livres qu'on a l'habitude de voir maintenant dans les vergers. Puis là, quand on fait la récolte, maintenant, on met les pommes dans des grosses bennes de 18 minot qu'on transporte seulement au tracteur. Ça, c'est une bonne amélioration aussi, là, beaucoup moins de travail de bras. Mais reste que la récolte elle-même, là, décrocher les pommes, ça se fait encore à la main. Alors ça, c'est encore là. Pour l'ensemble des vergers, c'est un problème, la récolte, parce que, bon, c'est tellement limité dans le temps. C'est pas toujours évident là, de trouver tout le monde qu'il faut pour faire la récolte. Pour nous, ça va quand même assez bien parce que, premièrement, on est près d'un bassin de population quand même assez grand. Saint-Hilaire, là, bon, c'est près des grands centres. Saint-Hilaire en soi, c'est populeux. Bon, on a moins de problèmes que des régions où les vergers sont plus grands et où le bassin de population est petit. Par exemple, Hemingford, par exemple, et c'est moins populeux, il y a des très grands vergers. Là, il peut y avoir des gros problèmes. Nous, en tout cas, ça va bien. Premièrement, parce qu'on a une équipe qui est intéressante et qui fait un bon travail. Puis, il y a aussi qu'une partie de notre production est vendue à l'autocueillette, donc ça limite un peu les besoins de main-d'œuvre. On est une bonne équipe qui travaille sur la ferme. Il y a une de mes sœurs qui travaille sur la ferme une bonne partie de son temps. J'ai une fille qui travaille à temps plein sur la ferme depuis des années. Mes fils, ils participent quand ils ne sont pas à l'école. Alors, puis on a des voisins, des amis qui font que c'est une entreprise qui est assez active, puis qui est dépendante de bien du monde, en fait, là, parce que et tantôt, vous parliez de mon attachement à moi face à cette ferme-ci, mais il y a plein d'autres personnes aussi qui sont rattachées là, de plus ou moins loin. C'est fébrile, hein, le temps des pommes, c'est aussi que si on a des ancêtres écureuils, là, on aime faire des récoltes, on aime amasser des denrées l'automne, fait que moi, c'est mon cas, je pense. Là, je dois avoir des écureuils comme ancêtres. Puis l'automne, faire des récoltes, là, que ce soit de pommes ou de noix ou d'autres choses, là, j'aime faire des récoltes. Alors, toute la fibrilité qu'il y a autour des récoltes, là, moi, j'aime bien ça. Ouais. Puis le fait d'avoir plus de visites, plus de monde qui viennent à la ferme, ça fait une ambiance qui est le fun. Par contre, j'aime aussi des périodes où on travaille dans la nature, dans le verger, c'est calme, il y a des petits oiseaux, la route fait un bruit de fond au loin, malheureusement, mais en tout cas, c'est une période qui est le fun aussi, là, quand c'est tout calme dans le verger. Là. Pendant quelques décennies, les pommes de Saint-Hilaire, une bonne partie des pommes de Saint-Hilaire ont été vendues par l'entremise de la coop et vendues et classifiées, emballées. Alors, c'était une période où la coop est importante et la production de pommes à Saint-Hilaire est importante aussi. Là. Il y avait des gros vergers, des moyens vergers, puis une production quand même assez importante de pommes. Mon père était membre de la coop, puis
pendant tout le temps où la coop a existé, bien, on entreposait nos pommes là. On n'avait pas de frigo ici. On entreposait nos pommes à la coop, des pommiculteurs. Alors, au moment de la récolte, on remplissait notre camion, on allait porter les pommes là-bas. Pendant l'hiver, bien, à tous les semaines, on allait chercher la provision d'une semaine à la coop. Alors, tant que ça existait, c'est là qu'on entreposait. Quand la coop a fermé, bien, là, on a construit un frigo ici pour pouvoir entreposer nos pommes. Pour ce qui est du reste, bien, pour les variétés de pommes qu'on cultive, bien, on regarde ce qu'il y a de nouveau. On essaie toujours des nouvelles variétés. Par exemple, bon, l'an passé, on a planté des pommes Honey Crisp. C'est une nouvelle variété qu'on voulait essayer. C'est prometteur. Fait que là aussi, on va jouer un peu avec les nouvelles variétés. On va essayer de donner de la popularité à des vieilles variétés aussi dans les pommes. Là, il y a les pommes fameuses qui étaient les pommes les plus cultivées il y a 75 ans, qui sont presque disparues. Nous, on en cultive toujours, mais là, nos vieux arbres commencent à dépérir. Fait qu'on replante pas mal de pommiers fameuses, puis on va essayer de vendre l'idée à nos clients là, de manger des pommes fameuses. Oui, les vieux du coin ont appelé l'amoncellement de glace sur la montagne plus le cheval de glace que le cheval blanc. Tant qu'il y a la moindre parcelle du cheval qu'on voit, le sol est trop froid pour semer d'un jardin. Dans ce secteur-ci de Saint-Hilaire, en tout cas les vieux comme moi, là, on l'appelle l'amoncellement de glace, le cheval de glace. C'est pour ça qu'on a appelé notre cidre cheval de glace.